La tasse de thé se brise lorsque le corps de Madame Pemberton touche le sol. Miss Marple, qui venait d'attraper le sucrier, remarque deux détails à la fois. L'odeur d'amande amère qui flotte dans la vapeur montante et l'enveloppe jaune safran qui glisse du sac de Madame Pemberton sur le carrelage. Le cri qui jaillit de derrière le comptoir fait tourner les têtes car Madame Henderson, debout à seulement 60 centimètres, se serre la gorge comme si l'air lui-même la trahissait. Pendant un instant effroyable, les deux femmes se tordent de douleur. Le salon de thé, si animé quelques secondes plus tôt, est paralysé par le silence jusqu'à ce qu'une chaise racle violemment le sol tandis que quelqu'un se précipite. « Elle ne respire plus !» crie une voix, mais l'avertissement arrive trop tard. Les lèvres de Madame Pemberton sont bleues. Les genoux de Madame Henderson fléchissent, ses ongles s'agrippant au comptoir en bois verni avant qu'elle ne s'effondre. Miss Marple, le visage pâle mais le regard perçant, s'avance déjà. « Ouvrez les fenêtres, vite, du poison dans l'air ou dans le thé, mais pas les deux. Ne touchez pas à leur tasse. » Sa voix tranche la panique avec une assurance impérieuse, surprenant la foule. Elle est agenouillée près de Madame Pemberton, les doigts légèrement posés sur le point de pulsation, puis se penche sur Madame Henderson avec une efficacité redoutable. Les deux disparus en quelques secondes. « Poison !» souffle Miss Marple si bas que seuls les deux villageois les plus proches l'entendent. L'un halète, l'autre se signe. Dans le chaos des cris et des hurlements, le regard de Miss Marple se fixe sur l'enveloppe doublée de safran, toujours abandonnée sur le sol. Personne d'autre ne le remarque. Elle la glisse dans son sac à main d'un seul geste, maîtrisé. Mais à peine s'est-elle redressée que la sonnette au-dessus de la porte du salon de thé retentit à nouveau. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, se dresse dans la lumière de l'après-midi, observant avec une immobilité troublante l'arrivée de la police. Son regard se pose sur Miss Marple. Elle reconnaît ce regard, le silence scrutateur de quelqu'un qui se demande si elle représente un problème. « Fermez les portes !» ordonne-t-elle soudain. Celui qui a fait ça est toujours là. La foule halète à nouveau, mais l'étranger a déjà disparu dehors, se fondant dans la ruelle comme de la fumée avant que les villageois n'obéissent. Miss Marple le suit des yeux et le sent au plus profond d'elle-même. Le tueur n'a pas fui. Il tourne autour, et pire encore, il l'a vu le remarquer. Ses doigts se crispent sur son sac à main. Deux femmes sont mortes en moins d'une minute, empoisonnées à la vue de tous. Une troisième suivra avant la fin de l'heure, à moins qu'elle n'intervienne. Cette enveloppe safran expliquera pourquoi. Mais le tueur choisit déjà sa prochaine victime. Et maintenant, il sait que Miss Marple l'observe. Le salon de thé était devenu un champ de bataille sonore. Des appels à l'aide, le bruit des chaises renversées, le fracas désespéré des pas des villageois luttant entre la panique et la paralysie. Deux femmes gisaient à morte en l'espace d'une seule tasse de thé refroidie. Miss Marple, les mains posées, malgré un visage grave, se tenait au milieu du chaos, l'enveloppe doublée de safran cachée au fond de son sac à main. Elle savait qu'il valait mieux ne pas la révéler pour l'instant. Quelque chose dans cette doublure vive la piquait contre son instinct. C'était un message, un avertissement, peut-être même une liste de cibles. Et à en juger par la rapidité des meurtres, le tueur ne s'arrêterait pas à deux. L'arrivée de l'agent Reeve ne parvint guère à calmer la foule. Il était jeune, les joues cramoisies sous son casque, tandis qu'il tentait de dégager l'espace autour des corps. « S'il vous plaît, reculez !» cria-t-il. « Personne ne doit partir avant l'arrivée de l'inspecteur. » Sa voix tremblait, son autorité minée par la terreur évidente dans son regard. Il ne s'agissait pas des troubles ordinaires de la vie villageoise. C'était un prédateur en liberté, assassinant avec audace. Et les villageois le sentaient. Miss Marple posa une main ferme sur le bras de l'agent. « Préfet, écoutez-moi bien attentivement. » dit-elle d'un ton qui ne laissait planer aucune contradiction. Les deux femmes ont été tuées par la même main. Si vous perdez du temps à attendre votre inspecteur, un troisième suivra avant le coucher du soleil. Vous devez prévenir immédiatement et poster des gardes à chaque porte de commerce de la rue principale. Le tueur n'a pas fini. La pomme d'Adam de Rive vacillait nerveusement. Une attaque en série ? À Saint Mary Smith, son incrédulité oscillait entre incrédulité et peur. « Regardez autour de vous », répondit Miss Marple d'une voix basse et pressante. « L'arme est invisible, le timing est impitoyable et le choix des victimes est délibéré. Ce n'est pas un hasard, c'est une tendance. » La foule murmurait des bribes de terreur. Madame Colby pleurait dans son mouchoir, Monsieur Turner jurait bruyamment qu'il allait chercher son fusil, d'autres murmuraient qu'il s'agissait de sorcellerie. Pourtant, dans leurs bavardages effrayés, Mademoiselle Marple entendait autre chose, des noms. Madame Henderson avait été surprise la veille au bureau de poste lors d'une dispute. Madame Pemberton avait fait allusion à un testament qu'elle comptait contester. Les secrets se dénouaient rapidement comme un coup de ciseau sur un fil. Le mobile du tueur était lié à des scandales villageoises et l'enveloppe safran en était la clé. Puis, par-dessus le vacarme, la cloche de cuivre de Saint-André sonna pendant une demi-heure. Miss Marple se raidit. Le temps.
Il était devenu une arme désormais, chaque coup de l'horloge marquant non pas une routine, mais un compte à rebours. Le tueur avait frappé 2 fois coup sur coup. Il ou elle n'attendrait pas longtemps pour frapper à nouveau. Elle traversa rapidement la boutique, ses jupes effleurant les tasses renversées et la porcelaine brisée. « Madame Colby ?» appela-t-elle. « Quand avez-vous vu Madame Pemberton vivante pour la dernière fois ?» La femme cligna des yeux, surprise. « Mais ce matin, bien sûr. Elle faisait la queue à la poste, comme d'habitude. » « Et elle avait une enveloppe alors ?» insista Miss Marple, sa voix tranchant l'hystérie comme une lame de rasoir. Le visage de Madame Colby se décomposa soudain. « Oui, oui, je l'ai vue la glisser dans son sac. Je n'y ai prêté aucune attention, sauf... » Elle baissa la voix. « Sauf qu'elle était jaune safran. Une chose remarquable, elle avait l'air effrayée en la portant comme si elle risquait de brûler le cuir. » Miss Marple hocha la tête, confirmant ses soupçons, même si cela accentua son malaise. Elle remercia vivement Madame Colby et se dirigea vers la porte. Reeve la saisit par la manche. « Miss Marple, où allez-vous ?»« Pour éviter la prochaine mort, » dit-elle d'un ton ferme. « Mais il est peut-être déjà trop tard ?» La rue principale était un couloir de panique, portes à moitié closes, visages scrutant à travers les rideaux, murmures comme le vent dans le blé. La nouvelle du double meurtre s'était répandue plus vite que n'importe quel cri d'un agent de police. Les villageois se groupaient par 2 ou 3, chacun convaincu d'être le prochain. Et peut-être avaient-ils raison. Les pas de Miss Marple la conduisirent non pas en lieu sûr, mais au presbytère, car dans son esprit, le motif s'affinait comme de l'encre qui sèche sur une page. Pemberton, Henderson, 2 femmes connues pour leurs secrets trop peu divulgués, pour leurs rumeurs de documents qu'elles n'auraient jamais dû posséder, et qui, au village, tenaient le fil de telles affaires. Le vicaire et son interminable correspondance. Si l'enveloppe safran contenait des questions d'héritage, de propriété ou de confession, alors d'autres personnes liées à elle étaient déjà en danger. Et elle approcha. À la porte du presbytère, ses craintes se sont avérées fondées. Une foule s'était rassemblée, les visages crispés par la terreur. Au centre, Madame Colby serrait le bras de son mari. « Elle est à l'intérieur. Elle est entrée il y a à peine 10 minutes, » s'écrièrent-ils. « Elle avait une enveloppe, comme les autres. » Miss Marple ne s'est pas arrêtée pour discuter. Elle monta les marches en courant et poussa la lourde porte en chêne sans cérémonie. À l'intérieur, le couloir sombre sentait le cirage et la fumée de bougies. « Madame Colby » appela-t-elle, « sortez tout de suite. » Mais la seule réponse fut une toux étouffée de l'ossicon, suivie du bruit d'un objet lourd tombant sur le plancher. Miss Marple se précipita, le cœur battant la chamade dans le bureau. Elle trouva Madame Colby affalée près du bureau, le visage déformé par la terreur, une enveloppe entr'ouverte serrée dans sa main. La vive couleur safran était indéniable. Et à côté de sa tasse de thé, abandonnée sur le bureau du vicaire, persistait une légère trace d'amertume d'amande. Miss Marple se pencha vivement, mais elle connaissait déjà la vérité. La poitrine de Madame Colby ne se souleva pas, ses yeux étaient vitreux et immobiles. Une autre victime, enlevée en quelques minutes. Miss Marple était à peine à 2 rues de là, mais trop tard. Le tueur intensifiait ses violences, frappant avec précision et se moquant de ses efforts. Elle se redressa, les lèvres pincées, la fureur dissimulant son calme. 3 femmes mortes et l'enveloppe au cœur de tout cela. Mais soudain, un léger craquement se fit entendre derrière elle. Une ombre s'allongea sur le sol du bureau. Miss Marple se retourna vivement, mais pas assez. Une main jaillit de derrière la porte à moitié fermée, la poussant vers elle avec une force soudaine. Elle recula en titubant lorsqu'elle claqua, manquant de peu son bras. Celui qui était là se précipita dans le couloir, ses pas résonnant contre les planches. Lorsqu'elle atteignit le couloir, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement dans la nuit et la silhouette avait disparu. Elle s'appuya contre le mur, le souffle court, et sut avec une clarté absolue, elle était désormais traquée. Le tueur s'était attardé, l'observant découvrir le 3e corps, testant ses nerfs, puis ne s'était enfui que lorsqu'il avait été découvert. Ce n'était pas un simple meurtre, c'était un jeu. Et Miss Marple était l'adversaire choisi pour le jouer. Elle regarda à nouveau l'enveloppe dans la main morte de Madame Colby, dont la doublure safran luisait comme une plaie ouverte. Le motif était indéniable. Quiconque tenait une telle enveloppe était condamné à mort. Elle devait les rassembler toutes, remonter à leur origine et, surtout, maintenir la prochaine victime en vie assez longtemps pour briser le cycle. Le tueur avait fait 3 morts en moins d'1 heure. Le village de St. Mary's Mead n'était plus un havre de paix, mais un terrain de chasse. Et si Miss Marple ne parvenait pas à percer l'énigme des enveloppes safran, le prochain nom sur la liste du tueur serait le sien. Le presbytère sentait encore l'amande amère. Miss Marple referma la porte sur la silhouette inerte de Madame Colby, les yeux secs, mais la gorge serrée. Elle avait déjà vu la mort, mais pas avec une telle rapidité. 3 femmes disparues, chacune serrant ou étant attachée à une enveloppe doublée de safran. Ce n'était plus une théorie, c'était un fait.
et quiconque portait une de ces maudites enveloppes était porteur d'un arrêt de mort. Dehors, le village ne murmurait plus de ragots effrayés. Il criait, pris d'une panique folle. Un groupe de villageois se pressa contre le portail du presbytère, exigeant de savoir ce qui s'était passé. Miss Marple sortit, et la foule se tut en voyant son visage. Elle n'avait pas besoin de parler, son silence suffisait à confirmer. Une troisième victime était tombée. Une vague de terreur se répandit, et quelqu'un hurla. « Nous sommes tous condamnés !»« Pas tous !» dit Miss Marple fermement, sa voix tranchant l'hystérie. « Seulement ceux qui ont des enveloppes. Trouvez-les, et nous trouverons la liste des élus du tueur. » Elle leva légèrement son sac à main. « J'en ai déjà une. Mais il y en a d'autres ?» Le gendarme balbutia à ses côtés. « Mais qui a les autres ?»« C'est précisément ce que nous devons découvrir, » répondit Miss Marple d'un ton sombre. « Vite !» Ils se rassemblèrent dans la salle paroissiale, les villageois serrés sous les lampes électriques crues, leurs voix s'élevant en vagues frénétiques. Miss Marple se tenait au premier rang, sa petite silhouette éclipsée par le pupitre, mais sa présence imposante. Sur la table se trouvait l'enveloppe qu'elle avait tirée du sac de Madame Pemberton, sa doublure safran luisant comme un ruban de feu. Une seconde enveloppe, arrachée des doigts, raide de Madame Colby, était posée à côté. « 3 morts, dit Miss Marple, chaque mot coupé, posément. 3 femmes empoisonnées, chacune en détenait un. Celui qui en a le plus doit parler maintenant, car votre vie en dépend. » Personne ne bougea. Les regards se mirent à courir, les pieds à trébucher. Le déni résonna dans la pièce comme un grésillement. Puis, lentement, une main se leva au fond. Monsieur Turner, le commerçant bourru, brandit un carré de papier. « J'ai trouvé ça sous ma porte ce matin, » murmura-t-il. « Je n'y avais pas prêté attention jusqu'à maintenant. Mais c'est pareil, vous voyez ?» Il l'ouvrit, et une lueur safran se répandit sur ses mains calleuses. Des exclamations de surprise s'ensuivirent. Puis, comme enhardis, 2 autres villageois sortirent des enveloppes identiques. Madame Weaver, la postière, et la jeune Emily Grant, l'institutrice. Miss Marple en eut le souffle coupé. 5 enveloppes étaient arrivées, 3 porteurs déjà morts. 2 étaient encore en vie, mais avec des cibles peintes sur le dos. Alors le tueur frappera à nouveau, dit Miss Marple d'un ton sombre. Et bientôt, le gendarme était presque affolé. « On va les surveiller alors, on les garde ici jusqu'au matin. »« Non » interrompit Miss Marple plus sèchement que d'habitude. « Garder les lieux n'arrêtera pas le poison. Il s'infiltre dans les tasses, les gâteaux et même dans l'air que nous respirons. Aucun verrou ne l'en empêchera. La seule sécurité réside dans la découverte de la raison et de l'expéditeur de ces enveloppes. » Elle regarda les visages effrayés. « D'ici là, n'importe lequel d'entre nous pourrait être le prochain. Moi y compris. » Ces paroles planèrent comme de la fumée dans le hall. Et en effet, tandis qu'elle leur parlait, elle sentit à nouveau leurs yeux, ce même regard froid qu'elle avait perçu au salon de thé, l'ombre derrière la porte du presbytère. Quelque part dans le hall, dissimulé par des vêtements ordinaires et des traits familiers, le tueur l'observait, la désignant comme le prochain obstacle à éliminer. Miss Marple se redressa. Elle avait l'habitude d'être sous-estimée, mais cette fois, elle sentit le danger mortel la menaçait. Le tueur avait frappé avec audace en public. Rien ne laissait présager qu'il ne tenterait pas la même chose ici, sous les yeux de ses voisins. Elle continua donc à parler, non pour calmer, mais pour distraire, tandis que son esprit s'agitait furieusement. Ces enveloppes, dit-elle en tapotant la table, n'ont pas été choisies au hasard. Chacune ayant été livrée avec un but précis. Qui parmi vous les a vues arriver? Madame Weaver, vous savez? Mais Madame Weaver ne répondit pas, car à cet instant les lampes vacillèrent, puis s'embrasèrent. Un sifflement s'échappa du fond de la salle et une odeur âcre se répandit dans l'air. Plusieurs villageois toussèrent violemment, se tenant la gorge, la panique s'empara d'eux, cris, chaises s'écroulant, quelqu'un avait déversé du gaz dans la pièce. Le regard de Miss Marple se porta sur les fenêtres. « Ouvrez-les !» cria-t-elle, sa voix surpassant le brouhaha. Des hommes de bien se précipitèrent, ouvrant grand les vitres, laissant entrer l'air nocturne. La toux s'apaisa, la menace immédiate se dissipant. Mais cela avait suffi, un test, un avertissement. Et il ne visait pas la foule, mais elle. Le poison avait sifflé par la bouche d'aération la plus proche de sa chaise. Elle le sentit alors avec une certitude glaçante. Elle ne se contentait plus d'observer le comportement du tueur. Elle en faisait partie. Le chasseur avait tourné son regard vers elle. Une fois la salle évacuée et les gardes postés, Miss Marple rentra chez elle sous le clair de lune, d'un pas vif, l'esprit en ébullition. Des ombres s'étendèrent sur toute la rue, chaque bruissement de haie constituant une possible embuscade. Elle ne portait pas d'armes, mais quelque chose de plus précis, son savoir. Et elle en avait plus que jamais besoin. Elle tourna au coin d'une rue et s'arrêta. Là, clouée au portail de son jardin, se trouvait une autre enveloppe. La doublure safran brillait au clair de lune. Comme pour se moquer d'elle, elle l'arracha d'une main ferme, malgré ses palpitations. À l'extérieur, en écriture oblique, était inscrit son nom, Miss Jane Marple. Elle resta immobile un long moment, le papier froid contre sa main. Puis,
Elle le glissa dans son sac, à côté des autres. La signification était indéniable. Elle avait été ajoutée à la liste. Un pas retentit derrière elle. Elle pivota trop tard. Une silhouette se détacha de la haie, le bras levé. L'éclat du métal illumina la lune. Miss Marple se jeta sur le côté lorsqu'une lame s'abattit à l'endroit où elle se tenait. L'agresseur se jeta de nouveau, mais elle leva son sac à main avec une force surprenante, l'atteignant au poignet. Le couteau heurta les pierres avec fracas. La silhouette sombre siffla, puis s'enfuit dans l'obscurité avant qu'elle ne puisse distinguer un visage. Essoufflée mais inébranlée, Miss Marple se pencha sur le couteau. Un couteau de cuisine ordinaire, nettoyé, mais l'intention était claire. Elle n'était plus seulement une détective, elle était une proie. L'enveloppe n'était pas une menace en l'air, c'était une déclaration. Elle se leva, sa résolution se renforçant. Le tueur avait commis une erreur fatale. En la choisissant, ils avaient de sous-estimer, non pas une vieille femme fragile, mais l'esprit le plus vif de Saint, Mary Smead. Elle les trouverait, les démasquerait et briserait cette chaîne avant qu'un autre villageois ne tombe. Pourtant, alors qu'elle entrait chez elle et verrouillait la porte, elle ne put ignorer le tremblement de sa main tandis qu'elle posait l'enveloppe sur sa table. Sa doublure safran brillait comme une flamme, projetant de longues ombres sur les murs. Un compte à rebours avait commencé. Le tueur avait encore des heures devant lui avant de frapper à nouveau, et elle avait encore des heures pour résoudre l'énigme, ou mourir en essayant. L'enveloppe safran reposait sur la table de Miss Marple, sa lueur toxique à la lumière de la lampe. Son propre nom, griffonné au recto, était une déclaration de guerre. Mais elle n'avait pas le temps de s'attarder sur le danger. 2 enveloppes restaient en circulation. Celle de Monsieur Turner, le commerçant, et celle d'Emily Grant, la jeune institutrice. L'une d'elles mourrait avant l'aube si elle n'agissait pas plus vite que le tueur. Elle ne dormit pas. Au lieu de cela, elle emporta dans une petite sacoche ce qu'elle considérait comme l'essentiel à sa survie. Une gourde d'eau, un mouchoir légèrement imbibé de vinaigre pour se protéger des vapeurs, et les ciseaux à lame d'acier de son panier à raccommoder. « Pas pour coudre », murmura-t-elle en les glissant dans son sac. « Pour vivre ». Puis, éteignant la lampe, elle s'avança dans la nuit froide. La ruelle était déserte, mais le silence de Saint. Mary Smead semblait désormais un piège. Chaque haie dissimulait une ombre, chaque toit un observateur. Miss Marple se dirigeait d'un pas rapide vers la grande rue, ses chaussures crissant le gravier. Sa destination était claire, la boutique de Monsieur Turner. Il avait été franc dans la salle paroissiale, montrant son enveloppe devant tout le monde. Le tueur n'allait pas perdre de temps à faire taire une telle défiance. Les vitrines de la boutique étaient sombres à son arrivée. Elle frappa violemment à la porte latérale. « Monsieur Turner, c'est Jane Marple, ouvrez toutes de suite !» Silence. Elle frappa de nouveau, plus fort. Puis elle entendit un bruit sourd à l'intérieur suivi d'un grattement. Son estomac se serra. Elle essaya la poignée. Elle tourna facilement, trop facilement. La porte s'ouvrit dans un grincement. L'odeur la frappa d'abord, le goût d'amande amère, désormais aussi familier que celui du soufre. Elle serra le mouchoir imbibé de vinaigre contre sa bouche et entra. La boutique était plongée dans l'ombre, ses étagères se dressant comme des rangées de témoins silencieux. Près du comptoir, gisait Monsieur Turner, affalé sur le plancher, sa large main serrée contre sa gorge. Une enveloppe déchirée était écrasée sous lui, la doublure couleur safran maculée de sueur. « Trop tard !» murmura Miss Marple en s'agenouillant à ses côtés. Ses yeux fixèrent le plafond d'un air vitreux. Le poison avait volé une autre vie. Elle les referma doucement des doigts, puis se redressa, la fureur et la peur se mêlant dans sa poitrine. 4 victimes maintenant. 4, et le tueur poursuivait toujours. Un craquement fendit le silence derrière elle. Elle se retourna vivement. Une silhouette surgit du couloir, des pas résonnants. Miss Marple se précipita, ses ciseaux étincelant dans sa main, mais l'ombre se glissa par la porte arrière avant qu'elle ne puisse frapper. Elle se lança à sa poursuite, le souffle court dans la nuit, mais le chemin était désert lorsqu'elle émergea. Seul le murmure du vent à travers les haies l'accueillit. Une fois de plus, le tueur s'était moqué de sa présence, la mettant au défi de la suivre. Elle s'appuya contre la brique froide, forçant son esprit à se calmer. Turner était parti, il ne restait plus qu'Emily Grant. Si elle tardait, la jeune Fibly ne verrait pas le jour. Miss Marple se redressa et, sans hésiter, se dirigea vers l'école. L'école se dressait à l'orée du village, ses fenêtres sombres, sa cour de récréation austère sous le clair de lune. Les pas de Miss Marple s'accélérèrent à son approche. Son instinct lui criait qu'elle courait non pas vers la sécurité, mais vers un piège. Pourtant, elle persévéra. Emily Grant avait à peine 20 ans, une enseignante brillante qui avait grandi au village. Elle méritait mieux que de devenir un pion de plus dans le cycle cruel du tueur. Elle atteignit la porte et frappa avec empressement. « Emily, c'est Miss Marple, ouvrez vite, c'est une question de vie ou de mort. » Un silence, puis le bruit d'un verrou qui coulisse. La porte s'ouvrit et le visage pâle d'Emily apparut. « Miss Marple, que se passe-t-il »
Tout le monde raconte des choses horribles, à propos de poison et d'enveloppes. Miss Marple entra sans cérémonie. « Avez-vous l'enveloppe » demanda-t-elle. La main d'Émilie tremblait lorsqu'elle atteignit son bureau et sortit le carré de papier. La doublure safran luisait maladivement sous la lumière de la lampe. « Il est arrivé ce matin » murmura-t-elle. « Pas de nom d'expéditeur. Je pensais que c'était... Enfin, je ne savais pas quoi penser. » Miss Marple le lui arracha des mains. « Alors, vous êtes marqué » dit-elle d'une voix grave. « 3 femmes sont déjà mortes, Monsieur Turner est parti, et maintenant, vous êtes la suivante. Le tueur est intelligent, tenace et très proche. Vous devez faire exactement ce que je vous dis si vous voulez vivre. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de terreur. « Mais pourquoi moi ?»« Je n'ai rien fait. »« Il y a une raison, » dit Miss Marple, plus doucement, mais non moins pressante. « Mais nous ne pouvons pas nous attarder à en débattre. Rassemblez ce dont vous avez besoin. Nous partons immédiatement. » Émilie hocha la tête en tremblant et se retourna pour récupérer sa cape. Mais pendant ce bref instant, l'air déplacé, Miss Marple le sentit, faible, âcre, s'échappant de la cheminée. Du poison, encore, elle bondit en avant, tirant Émilie du foyer au moment même où la flamme de la lampe crépitait de bleu. « Couvre-toi la bouche !» aboya-t-elle en pressant son mouchoir imbibé de vinaigre dans la main de la jeune fille. Ensemble, elles trébuchèrent vers la porte, toussant, les yeux exorbités, tandis que la fumée s'épaississait dans la pièce. Ils jaillirent dans l'air nocturne, haletant, à moitié étouffés, mais vivants. Miss Marple stabilisa la jeune fille, puis se retourna pour voir des volutes de fumée s'échapper encore de la cheminée. Le tueur l'avait devancé, avait tendu le piège et avait failli les tuer tous les deux. Seul un instinct vif les avait sauvés. Émilie s'accrocha à elle. « Il veut ma mort !» sanglota-t-elle. « Il va nous suivre. »« Oui !» dit Miss Marple, les yeux plissés par la rue sombre. « Il le fera. Mais maintenant, il sait que je ne le laisserai pas réussir. Ce qui signifie qu'il viendra me chercher aussi. » Ils se précipitèrent vers le presbytère, où Miss Marple savait que le gendarme veillait toujours. Chaque pas semblait surveillé, les ombres se déplaçant avec menace. Émilie trébucha, mais Miss Marple la tira en avant, son corps frêle porté par une détermination sans faille. Lorsqu'ils atteignirent enfin le portail du presbytère, un cri retentit derrière eux, une voix d'homme aiguë de fureur. Miss Marple se retourna et vit une silhouette déboucher de la ruelle, le bras levé, un objet brillant à la main. « Courez !» cria-t-elle en poussant Émilie en avant. La jeune fille franchit le portail en trombe tandis que Miss Marple ouvrait grand son sac. Les ciseaux d'acier reflétaient la lumière lunaire tandis qu'elle les brandissait avec une férocité surprenante. L'agresseur s'arrêta, puis lança l'objet vers elle avant de disparaître à nouveau dans l'ombre. Le projectile s'écrasa contre le poteau du portail, une fiole vide, dont le col en verre était taché de résidus, du poison destiné à ses yeux ou à sa bouche. La main de Miss Marple tremblait légèrement lorsqu'elle abaissa les ciseaux. Le tueur était non seulement impitoyable, mais aussi désespéré, prêt à risquer de se faire connaître à chaque coup. Et ce désespoir grandissait, ce qui signifiait que la fin était proche. À l'intérieur du presbytère, Émilie s'effondra sur une chaise en sanglotant, tandis que l'agent Reeves se tordait les mains d'horreur à l'annonce de la mort de Turner. Madame Marple déposa la dernière enveloppe sur la table avec les autres. 4 victimes disparues, une sauvée de justesse. 5 enveloppes au total, et elle-même tenait la 6e. 6 noms marqués, 6 destins liés. L'énigme se resserrait comme un nœud coulant. Elle s'affala sur une chaise, lasse mais sereine. Son regard était fixé sur les enveloppes, dont la doublure safran brillait d'une menace silencieuse. Chacune avait été remise en main propre, réalisa-t-elle. Chacune avait été portée à sa victime sans cacher ni cacher. Ce qui signifiait que le tueur était toujours parmi eux, arpentant les mêmes rues, partageant le même air. Non pas un fantôme, mais quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un de ce village même. Elle croisa les mains calmement malgré son pouls qui s'accélérait. Le tueur avait fait une autre victime ce soir-là, mais il avait aussi révélé sa hâte. Elle avait survécu au piège, elle avait sauvé Émilie et elle avait attiré sur elle la fureur du chasseur. C'était dangereux mais aussi utile, car lorsqu'un prédateur se concentrait trop sur sa proie, il manquait souvent le piège qui se resserrait autour de son cou. Les lèvres de Miss Marple se courbèrent, non pas en signe de triomphe, mais de résolution. « Très bien, » murmura-t-elle, « si vous souhaitez ma mort, alors venez. Mais sachez ceci, je vous attendrai. » L'aube se leva, dure et terne, sur sein. Mary Smead, comme si le ciel lui-même reculait devant les horreurs de la nuit. À l'intérieur du presbytère, Emily Grant gisait épuisée sur un lit de camp, le souffle court sous le choc, tandis que l'agent Reeves somnolait sur une chaise, son casque penché sur le front. Miss Marple, cependant, n'avait pas fermé les yeux. Elle était assise à la table, les enveloppes safran disposées devant elle comme des cartes à jouer maudites. 5 victimes avaient été marquées. 4 étaient mortes. Seules Émilie et elle-même étaient encore en vie. L'air sentait légèrement le vinaigre provenant des vêtements qu'elle avait distribués en cas de nouvelle attaque au gaz. Pourtant,
Le silence régnait, pesant, vigilant. Les doigts de Miss Marple parcouraient les enveloppes, son esprit ressassant la séquence. Pemberton, Henderson, Colby, Turner, tous tués en succession rapide. Chaque enveloppe avait été remise en main propre, glissée dans des sacs ou sous des portes. Le tueur n'était pas loin, le tueur était l'un d'eux. Un coup sec à la porte du presbytère interrompit ses pensées. L'agent Reeve se réveilla en sursaut et trébucha pour répondre. Sur le seuil se tenait le docteur Simmons, sa trousse à la main. Il était pâle, la voix tendue. « Mademoiselle Marple, agent, venez vite. Il y en a eu un autre ?» Ces mots lui glacèrent le sang. « Un autre ?» murmura-t-elle. « Mais qui ?»« Madame Weaver, dit-il d'un ton sombre, la postière, retrouvée affalée sur son comptoir aux premières lueurs du jour, morte avant mon arrivée, la 5e victime. » Miss Marple se leva, sa chaise raclant les dalles, ses jambes tremblaient, mais sa volonté tenait bon. « Montrez-moi !» ordonna-t-elle. Le bureau de poste se dressait, vide dans la pénombre matinale, les rideaux encore tirés. À l'intérieur, Madame Weaver gisait affalée derrière son bureau, ses lunettes élindes de travers, les lèvres teintées de bleu. Une légère odeur d'amande flottait dans l'air malgré la fenêtre ouverte. Miss Marple s'agenouilla près d'elle, examinant la scène avec une précision rapide. Sur le comptoir reposait sa tasse de thé à moitié vide, et sous sa main, serrée jusqu'à la mort, se trouvait le bord d'une enveloppe. Sa doublure safran luisait entre ses doigts, recourbés comme la langue d'un serpent. « Elle l'avait encore ?» murmura Miss Marple en le dégageant délicatement. L'avant-dernier. Émilie, qui avait insisté pour les accompagner malgré sa terreur, serra le bras de Miss Marple. « Mais comment ? Elle était là, dans sa propre boutique, elle n'aurait sûrement pas accepté de thé de qui que ce soit. À moins que cela n'ait été préparé à l'avance, dit Miss Marple à voix basse, ou que cela lui ait été glissé par quelqu'un en qui elle avait une confiance aveugle. Le médecin secoua la tête. C'est arrivé si vite. Elle a dû ouvrir ses portes, il y a à peine 1 heure. Le tueur n'a pas perdu de temps. L'agent Reeve jura dans sa barbe. Alors c'est sans espoir. Il va nous éliminer un par un, rien ne pourra l'arrêter. Miss Marple tourna vers lui son regard perçant. Au contraire qu'agent. Sa hâte le trahit. Il compte en finir avant que les soupçons ne s'installent. Cela me dit qu'il craint d'être découvert et la peur laisse des traces. Elle se leva, balayant la pièce du regard. Son regard se posa sur le pot de sucre ouvert à côté de la bouilloire. Elle y plongea un doigt, renifla et hocha la tête d'un air sombre. Oui, encore le poison, invisible, silencieux, glissé dans le sucre, là où personne ne penserait à regarder. Elle dose son thé, elle-même sans le savoir. La voix d'Émilie tremblait. Alors on pourrait tous être empoisonnés à tout moment. Le pain, le lait, le sucre, n'importe quoi pourrait en être porteur. C'est précisément pour cela que la précipitation est notre allié, répondit Miss Marple. Chaque préparation, chaque remplacement laisse une chance de se faire remarquer. Plus il frappe, plus il devient imprudent. Pourtant, tandis qu'elle parlait, elle sentait le poids de l'échec la gagner. Elle avait prévenu, elle avait veillé. Et pourtant, Madame Weaver restait froide devant elle. Une autre victime perdue, une autre enveloppe réclamée. Le tueur ne frappait pas au hasard, il obéissait à un ordre. Et à chaque mort, le cercle se rétrécissait autour du véritable prix. Mais quel prix ? Un héritage, des secrets ? Les papiers de Safran la narguaient par leur silence. De sorte, les villageois se rassemblèrent, les yeux écarquillés de terreur à mesure que la nouvelle se répandait. Leurs voix s'élevèrent en un chœur paniqué. 5 de partie maintenant. Du poison dans le bureau de poste. Qui sera le prochain ? Quiconque possède une enveloppe, s'exclama Miss Marple d'un ton plus fort que d'habitude. Les faits les fit taire instantanément. Les enveloppes sont la clé. Le tueur a délibérément choisi chaque victime. Si nous découvrons la raison de leur choix, nous le démasquerons. Une voix d'homme s'éleva dans la foule. Et si vous échouez, Miss Marple, si vous nous décevez encore, tous les regards se tournèrent vers Monsieur Hardy, l'épicier, le visage crispé de colère. Vous êtes au cœur du problème depuis le début. D'abord au salon de thé, puis chez Colby, et maintenant ici. Peut-être que vous ne résolvez rien du tout, peut-être que vous y êtes pour quelque chose. Des hoquets de surprise se firent entendre. L'agent Reeve se hérissa. « Ça suffit, Hardy. »« Non, » dit Miss Marple calmement, le regard dur. « Laissez-le parler. La suspicion est naturelle dans la peur. Mais réfléchissez à ceci. Si j'étais le tueur, pourquoi courrais-je après chaque attaque ? Pourquoi risquerais-je ma vie pour protéger Émilie de la fumée de l'école ? Non, monsieur Hardy, le tueur est malin, mais il compte sur la panique pour vous aveugler. Je compte sur votre raison. Réfléchissez-y. » Le murmure changea, moins certain désormais, même si la méfiance persistait. Miss Marple le remarqua et le rangea. La division était une autre arme, et le tueur savait s'en servir. De retour à son cottage, Miss Marple déplia à nouveau les enveloppes. 5 en tout. Pemberton, Henderson, Colby, Turner, Weaver, morts. Seule celle d'Émilie et la sienne restaient. 2 cibles encore en vie. Et elle ne se faisait aucune illusion sur le prochain. Le tueur n'attendrait pas. Il frapperait vite,
avant que ses déductions ne percent le voile. Elle se versa de l'eau et but avec précaution, sans quitter les enveloppes des yeux. Leur doublure safran scintillait comme une lueur de feu, accusatrice. Chacune avait été remise en main propre, chacune marquait son porteur pour la mort, elle l'avait prouvé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui liait si étroitement ces villageois ordinaires pour que leur mort vaille un tel risque? Son regard se posa sur le dos des enveloppes. Elle ne portait ni timbre ni cachet, mais une écriture manuscrite, penchée, délibérée, la même sur chacune d'elles. Elle les compara, le souffle coupé par la certitude grandissante. L'écriture était la même, le tueur avait écrit chaque adresse personnellement. Et cette écriture, elle l'avait déjà vue, quelque part près, quelque part récemment. Elle se renversa en arrière, son pouls d'assaobo s'accélérant. Les pièces du puzzle n'étaient pas encore complètes, mais l'image se formait. Elle pouvait presque entrevoir le visage derrière l'ombre. Presque. Mais un nouveau bruit l'interrompit, des pierres heurtant sa fenêtre. Elle se leva et l'ouvrit. Émilie se tenait en bas, le visage blême, serrant sa cape. « Mademoiselle Marple, je vous en prie, vous devez venir. Il y a quelqu'un devant le presbytère. Je les ai entendus. Ils étaient à ma porte. » La terreur de la jeune fille était sincère. Sa voix se brisa. La résolution de Miss Marple se renforça. « Restez là !» cria-t-elle. « Ne bougez pas avant que je vous rejoigne. » Elle prit sa sacoche, y glissa les enveloppes et éteignit la lampe. Une autre mort avait prouvé qu'elle ne pouvait rester passive. Pour sauver Émilie, pour se sauver elle-même et pour mettre fin à la chaîne, elle devait affronter le tueur directement. Plus d'avertissements, plus de précautions manquaient. Le temps des hésitations était révolu. Pourtant, alors qu'elle s'avançait dans l'air froid du matin, elle ne pouvait échapper à la vérité qui l'assaillait. Elle avait échoué une fois de plus, et la mort de Madame Weaver lui pèserait autant que celle des autres. Le tueur était implacable. Et si elle ne résolvait pas l'énigme avant la tombée de la nuit, elle savait que le prochain cadavre n'appartiendrait pas du tout à un villageois. Cela lui appartiendrait. Les cloches de Saint-André sonnaient lugubrement sur la place du village, mais elle n'appelait pas les paroissiens à la prière. Elle lançait un avertissement. 5 cercueils étaient préparés en autant de jours, et l'air de Saint Mary's Mead était chargé non pas d'encens, mais de peur. Les portes des boutiques claquaient. Les rideaux tremblaient, les rues n'étaient plus remplies de rires d'enfants, mais de groupes de voisins blottis les uns contre les autres, chuchotant à propos de qui allait mourir ensuite. Au presbytère, l'agent Rive avait atteint les limites de sa formation. Son casque était de travers sur sa tête et ses mains tremblaient, tandis qu'il tentait de maintenir l'ordre parmi la foule qui se pressait sur la place. « Restez chez vous !» cria-t-il d'une voix brisée. « Vous tous !» Jusqu'à nouvel ordre, personne ne doit quitter son domicile sans y être sommé. Par ordre de la couronne, l'interdiction de sortir est en vigueur. Le mot camp martial se répandit dans la foule comme des flammes dans l'herbe sèche. Les villageois haltèrent, crièrent et protestèrent. Enfermés dans nos maisons, comme des prisonniers? Alors qu'un tueur rôde en liberté? Qui nous apportera du pain alors? Qui protégera les enfants? Miss Marple se tenait sur les marches de l'église, petite mais d'une présence reconnaissable entre toutes. « Assez ?» dit-elle d'une voix douce mais portant au-dessus du vacarme. « Pensez-vous que le bruit vous protégera? Le silence est l'allié du tueur, l'hystérie vous aveugle, ce qu'il nous faut, c'est de la clarté. » Les villageois se turent, bien que leurs yeux fuyaient de la peur, Rive la regarda avec soulagement, comme si elle était le seul pilier encore debout sur la place en ruine. Miss Marple leva le menton. « Le tueur se cache parmi nous, peut-être dans cette foule même. Il se nourrit de votre panique, car elle vous empêche de le voir. Si vous voulez survivre, vous ne devez pas perdre la tête. » Mais tandis qu'elle parlait, elle vit la suspicion déformer les visages. Une femme siffla à l'autre. « Elle est partout où la mort frappe, toujours la première à arriver. » Un homme murmura. « Ou la première à tout organiser. » Le doute se propagea et Miss Marple en ressentit vivement la piqûre. Elle, qui avait passé sa vie à être ignorée comme une vieille femme inoffensive, se trouvait maintenant sous le regard d'une suspicion dangereuse. L'agent s'éclaircit la gorge. « Bon alors, couvre-feu au coucher du soleil. Quiconque est surpris dans la rue après la tombée de la nuit devra me répondre. » Il bomba le torse, ce qui ne fit que souligner sa jeunesse. « Nous posterons des gardes au coin de rue. Personne n'entre ni ne sort sans autorisation. » C'était un filet fragile, Miss Marple le savait. Le poison n'était pas attrapé avant le couvre-feu, mais elle garda le silence. Les villageois avaient besoin de l'illusion de la sécurité, du moins pour l'instant. La panique était une lame plus tranchante que n'importe quel couteau. Alors que la foule se dispersait sur ordre, Miss Marple prit Emily Grant à part. La jeune enseignante était pâle, ses mains tremblaient, tandis qu'elle serrait les plis de sa cape. « Ils vous détestent, » murmura-t-elle. « Ils pensent que vous en faites partie. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « La peur cherche toujours un coupable, ma chère. Mieux vaut qu'elle retombe sur moi plutôt que sur un autre innocent. Mais l'important maintenant, c'est que tu restes en vie. Tu es la dernière victime à mes côtés. »
Émilie frissonna. « Je le sens, comme si quelque chose m'attendait. Je ne veux pas mourir, Miss Marple. »« Alors vous devez m'aider, » dit Miss Marple d'un ton vif mais sans amertume. « Réfléchissez bien. Qui aurait bien pu vouloir réduire Pemberton, Henderson, Colby, Turner et Weaver au silence? Qu'aviez-vous en commun à part ces enveloppes ?» Émilie fronça les sourcils, les larmes aux yeux, puis secoua la tête. Rien, ou du moins rien d'évident. Âge différent, métier différent. Seulement, elle hésita. « Seulement quoi ?» insista Miss Marple. Émilie déglutit. Ils sont tous venus au presbytère le mois dernier, je m'en souviens, car j'étais là pour aider aux papiers paroissiaux. Madame Pemberton est venue au sujet de l'héritage de sa nièce. Madame Henderson a évoqué un litige foncier. Madame Colby a laissé un billet scellé. Turner a effectué un paiement. Et Madame Weaver, elle a apporté des lettres à examiner par le vicaire. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Ils ont tous rencontré le vicaire. Miss Marple retint son souffle. Un fil se formait, faible, mais indéniable. Elle posa une main ferme sur le bras d'Émilie. « Ça suffit pour l'instant. N'en parle à personne. Promets-le-moi. » Émilie hocha la tête en tremblant. L'après-midi, le village était une forteresse silencieuse. Portes barricadées, fenêtres fermées, une fine fumée s'élevait des cheminées. Le gendarme et sa poignée d'hommes patrouillaient, les yeux rivés sur eux, fusil en bandoulière, bien qu'aucun n'ait tiré un coup de feu depuis des années. Miss Marple arpentait les ruelles ouvertement, la tête haute malgré les murmures qui l'entouraient. Si le tueur observait, qu'il veille à ce qu'elle ne se recroqueville pas. Elle s'arrêta de nouveau au bureau de poste, examinant la petite pièce où Weaver était mort. Quelque chose la harcelait, l'emplacement de la tasse de thé, l'angle de la lumière, le pot de sucre ouvert. Le tueur avait eu l'audace de manipuler des provisions à la vue de tous. Cela exigeait non seulement un accès, mais aussi une certaine autorité. Qui, dans le village, pouvait se déplacer sans être vu, avec la confiance de tous? Qui pouvait pénétrer dans les maisons, les bureaux et même l'école sans déclencher l'alarme? La réponse lui trottait dans la tête, mais elle fut interrompue par un brouhaha à l'extérieur. Des voix criaient. Miss Marple se précipita dans la ruelle et vit un groupe d'hommes aux prises avec Monsieur Hardy, l'épicier. « Il a une des enveloppes !» crièrent-ils. Il l'avait caché depuis le début. Hardy se débattit, le visage rouge, agitant un papier froissé. « Je ne l'ai pas fait. On l'a glissé sous ma porte il y a moins d'une heure. Je le jure. » La foule s'est précipitée, poing levé, la rage bouillonnante. « Tuez-le avant qu'il nous tue !» a crié quelqu'un. « Arrêtez !» La voix de Miss Marple était aiguë. Elle se fraya un chemin dans le cercle et arracha le papier des mains de Hardy. Son regard se posa sur la doublure, couleur safran, authentique, mais elle en sentit le poids et examina le pli. « C'est frais !» déclara-t-elle. « L'encre n'est pas encore sèche. Elle a été plantée. Ce n'est pas un tueur, c'est la prochaine cible. » La foule hésita, murmurant. Hardy s'affaissa de soulagement, bien que la sueur lui ruisselait sur le visage. Miss Marple glissa l'enveloppe dans son sac avec les autres. 6 maintenant, 6 marques, même si Hardy venait tout juste d'être ajouté. Le tueur ne ralentissait pas, il élargissait son champ de vision. N'importe qui pourrait être le prochain. Cette nuit-là, la place régnait dans un silence étrange, seulement troublé par le crissement des bottes des agents de police en patrouille. Les lampes brillaient faiblement aux fenêtres, mais rares étaient ceux qui osaient dormir. Miss Marple était assise dans son cottage, les enveloppes étalées comme un jeu du destin sur sa table. Émilie se blottissait à proximité, trop effrayée pour fermer les yeux. Chaque tic-tac de l'horloge était pesant, rappelant que le tueur évoluait encore librement dehors. Miss Marple repensa à son écriture. Elle compara les boucles, les inclinaisons et les traits, puis elle se figea, la forme des lettres, légèrement inclinée vers l'arrière, avec une fioriture particulière sur le M. Elle se souvenait de ces lettres, vues sur les affiches paroissiales accrochées au tableau du presbytère. La même écriture. Son pouls s'accéléra. Même si elle ne s'autorisait pas encore à formuler sa conclusion à voix haute, il restait encore des preuves à rassembler, un danger à affronter. Mais le chemin se rétrécissait. Un coup soudain fit claquer sa porte, brusque, urgent. Elle se leva, fit signe à Émilie de rester en arrière et l'entr'ouvrit. Un agent se tenait là, le visage pâle, sous la lumière de la lampe. « Un autre mort ?» murmura-t-il d'une voix rauque. « À l'auberge. Venez vite !» Le cœur de Miss Marple se serra. Un autre nom rayait la liste. Un autre cercueil s'ajoutait à la file. Et pourtant, sous l'effroi, elle sentait les premiers signes de certitude. Le tueur fermait la boucle, et elle aussi. Dès la deuxième nuit du couvre-feu, sain. Mary Smead n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les fenêtres étaient en close, les rues patrouillées par des agents de police nerveux, et les cloches de l'église sonnaient non pas pour le culte, mais pour les morts. La place était silencieuse, mais sous ce silence bouillonnait la suspicion.
Les voisins observèrent leurs voisins, se demandant qui avait glissé des enveloppes sous les portes, qui mélangeait peut-être du sucre avec du poison. La peur pesait plus fort que la brume du soir. Miss Marple savait qu'elle ne pouvait plus rester visible. Les soupçons s'étaient apportés sur elle et le tueur l'avait fixée dans son viseur. Si elle marchait dans les rues en plein jour, les villageois la fuiraient ou l'accuseraient. Si elle restait dans sa chaumière, elle risquait de se réveiller avec du thé empoisonné. Non, la seule solution était de disparaître, de se réfugier dans les angles morts du village où le tueur pourrait être tenté de se révéler. Alors, juste avant l'aube, elle s'est échappée de son chalet, emmenant Emily Grant avec elle. Emily a murmuré « Mais où allons-nous aller ?» Le gendarme remarquera votre absence. C'est exactement ce que je veux, répondit Miss Marple en serrant son châle contre elle. Si le tueur me croit absente, il s'en hardira. Et l'audace est ce qui trahit même le criminel le plus malin. Elle conduisit Émilie par des ruelles étroites, loin de la place, vers le vieux moulin au bord de la rivière. Longtemps abandonné, il n'était plus que poutres pourries et fenêtres couvertes de toiles d'araignée. Mais pour Miss Marple, c'était un sanctuaire. Peu de villageois s'approchèrent de l'endroit, murmurant des histoires de fantômes. C'était parfait. Elle fit entrer Émilie, alluma une petite lampe et posa la sacoche contenant les enveloppes safran. Leur doublure dorée scintillait à la lumière de la lampe comme une rangée d'yeux accusateurs. Émilie frissonna. « On se cache ici ?»« Je ne me cache pas, » corrigea doucement Miss Marple. « J'attends. » De retour au village, son absence fut vite remarquée. À midi, les rumeurs se répandirent un peu plus vite que l'agent ne pouvait les étouffer. « Elle s'est enfuie !» s'écria Madame Hardwick. « Elle sait qu'elle est coupable. » D'autres juraient avoir vu son esprit glisser vers le cimetière. La peur se transforma en superstition. L'agent Reeve tenta de les rassurer en leur disant que Miss Marple ne faisait que veiller à sa sécurité, mais ces paroles ne n'eurent que peu de poids. Les villageois n'étaient pas d'humeur à raisonner. La loi martiale s'effritait, les fermiers refusant de cultiver les champs, les commerçants barrant les portes même à leurs voisins, et les enfants gémissant de faim dans les maisons closes. Et dans ce vide d'autorité, le tueur surgit, invisible mais présent. Les portes grinçaient la nuit, les fenêtres tremblaient, d'autres enveloppes apparaissaient, glissées sous les seuils aux heures creuses. Le soir, 3 autres villageois serraient des mandats d'arrêt bordés de safran, tremblants, attendant leur tour. L'emprise du tueur s'élargissait. Le village était au bord de l'effondrement. Au moulin, Miss Marple examina à nouveau les enveloppes. 6 étaient assises sur la table, leur écriture identique, leur présence malveillante. D'un doigt sûr, elle traça les boucles des lettres. « Je connais cette main », murmura-t-elle. « Je la connais aussi bien que la mienne. » Cette pensée la troubla, car elle pointait plus près du presbytère qu'elle n'osait l'admettre. Émilie s'agita à côté d'elle, pâle de peur. « Et s'il vient ici? Et s'il nous trouve ?» Les yeux de Miss Marple brillèrent. « Alors je serai prête. » Elle montra à Émilie les ciseaux cachés dans son châle. « Le tueur me croit fragile, mais la fragilité peut être trompeuse. Ce soir on attend. Ce soir il viendra peut-être. » À la tombée de la nuit, le village sombrait dans la paranoïa. Le gendarme ordonna à toutes les familles de rester enfermées, mais aucun ordre ne parvint à calmer les murmures incessants. Certains juraient avoir vu des ombres se déplacer sur les toits, d'autres prétendaient entendre le grincement des lettres glisser sous les portes. À l'auberge, où les habitants s'étaient rassemblés en secret, malgré les ordres, la peur dégénéra en violence. Une dispute éclata, des coups furent échangés, et l'on soupçonna que l'un d'eux livrait des enveloppes. À l'arrivée du gendarme Reeve, un homme gisait par terre, ensanglanté par un tesson de bouteille. La panique avait transformé les voisins en ennemis. Miss Marple, observant depuis la fenêtre poussiéreuse du moulin, vit la lueur des lampes et entendit des cris lointains. « Il se déchire », dit-elle doucement, « et cela sert aussi le tueur. Chaque émeute, chaque accusation est un voile de plus derrière lequel il peut se cacher. » Émilie lui serra le bras. « On ne peut pas aller voir l'inspecteur en ville, amener des soldats, quelque chose ?» Miss Marple secoua la tête. L'inspecteur mettrait des jours et peut-être plus. D'ici là, la moitié du village aurait peut-être péri. Non, la réponse est ici, à cet endroit, dans la main qui a écrit ces enveloppes. Elle tapota la sacoche. C'est quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un de confiance, et quelqu'un qui a parcouru librement les lieux où vivaient chacune des victimes. Ses yeux se plissèrent. Cette écriture appartient à un homme qui se croit au-dessus de tout soupçon. Un homme habitué à écrire des lettres et des instructions. Elle ne prononça pas le nom à voix haute, pas encore, mais il se pressait contre ses lèvres comme un secret qui cherchait à s'échapper. Vers minuit, un bruit perturba le moulin, un craquement de pas dehors. Émilie se raidit, les yeux écarquillés. Miss Marple souffla la lampe, les plongeant dans l'obscurité. Les pas se rapprochèrent, posés, sans hâte. La porte grinça contre le vent nocturne. Une ombre se glissa à l'intérieur, une forme plus sombre se découpant sur l'obscurité. Émilie se plaqua une main sur la bouche pour étouffer un cri.
Miss Marple serrait fermement les ciseaux, sa silhouette frêle, immobile comme la pierre. La silhouette s'avança vers la table, comme attirée par la sacoche qui contenait les enveloppes. Un léger froissement de tissu, le craquement d'une planche, et puis une voix basse et presque moqueuse. « Vous vous cachez, Miss Marple? Vous devriez le savoir, aucune ombre ne peut vous protéger. » Ces mots la glaçaient. Le tueur savait qu'elle était là. Il l'avait suivie, traquée, attirée par le même appât qu'elle avait tendu. Mais elle s'y attendait. Elle garda une voix neutre. « Tu es devenue insouciante, dit-elle dans l'obscurité. Chaque mort, chaque enveloppe rétrécit le cercle. Bientôt, il n'y aura plus d'endroit où te cacher. » La silhouette rit doucement. « Tu ne vivras pas assez longtemps pour le prouver. » Un éclair d'acier brilla tandis que l'ombre se rapprochait. Emily halta. Mais avant que le couteau ne s'abatte, Miss Marple leva les ciseaux avec une force surprenante. Le métal s'entrechoqua, le choc résonnant dans l'acierie. Le tueur siffla de frustration et recula précipitamment, la porte claquant, et il s'enfuit dans la nuit. Emily fondit en larmes. Miss Marple resta figée, le souffle court, les ciseaux toujours fermement serrés. Elle avait survécu, mais de justesse. Le tueur avait failli la tuer là, parmi les toiles d'araignée. Pourtant, ses paroles persistèrent, confirmant ce qu'elle soupçonnait déjà. Il se croyait invulnérable. Cette arrogance causerait sa perte. À l'aube, Miss Marple retourna au village ouvertement. Sa soudaine apparition fit sensation. Les villageois chuchotaient, pointèrent du doigt, certains avec admiration, d'autres avec peur. Elle les ignora. Elle alla droit trouver le gendarme. « Rassemblez-les, dit-elle. Tous les villageois sont encore en vie, tous ceux qui portent une enveloppe. Amenez-les à la salle paroissiale. Ce soir, on en termine avec tout ça. » Reeve cligna des yeux. « En finir? Comment ? Parce que maintenant, dit Miss Marple, les yeux brillants d'un feu froid, je suis certaine de l'identité de notre tueur. » La salle paroissiale était bondée, mais le silence régnait. Sous la lumière crue des lampes électriques, les villageois restants étaient rassemblés sur des bancs de bois, le visage pâle et tiré. La peur avait creusé leurs yeux, la suspicion avait aiguisé leurs murmures. 5 cercueils se trouvèrent déjà dans la sacristie. Combien d'autres les rejoindraient avant la fin de la cérémonie? L'agent Reeve se déplaçait maladroitement à l'avant, le casque sous le bras, sa jeunesse plus évidente plus que jamais. « Par ordre !» commença-t-il d'une voix tremblante. « Personne ne part avant que Miss Marple n'ait parlé. » Son regard se posa sur elle avec une pointe de supplication. Malgré toute son autorité, il savait que le véritable commandement du village résidait dans sa frêle silhouette. Miss Marple se leva lentement, son châle serré contre elle, sa sacoche posée sur la table devant elle. Elle en sortit les enveloppes doublées safran, dont les doublures dorées brillaient comme des plaies ouvertes. Des halètements résonnèrent dans le hall. 7 au total désormais, les 5 rescapés, celle d'Emily et celle qui portait le nom de Miss Marple. « Ce sont des condamnations à mort, dit-elle d'une voix calme. Chacune a été écrite par la même main. Chacune prononcée par quelqu'un qui marche parmi nous. » Son regard parcourut le couloir. « Ne pensez pas à des fantômes ou à des inconnus. Le tueur n'est pas une ombre venue de Londres. Il est ici, à St. Mary's Mead. » Un murmure se fit entendre. Certains regardèrent sur leurs chaussures, d'autres leurs voisins, les yeux plissés. La suspicion grandissait, hideuse et épaisse. Emily Grant, assise au premier rang, serrait sa cape avec ses jointures blanches. « Tu sais qui c'est, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. Miss Marple inclinait sa tête. « J'en sais assez. Mais la certitude exige de la patience. Et la patience exige que nous restions tous en vie assez longtemps pour voir la vérité révélée. » Elle marchait lentement, laissant ses mots se poser. Chaque victime, bien qu'apparemment sans lien, partageait une chose. Au cours du mois précédent, elles sont toutes venues au presbytère. Elles ont apporté des lettres, des litiges, des confessions et des héritages. Des affaires importantes, confiées au bureau du vicaire. Chacune a ensuite reçu une enveloppe, comme en guise de remerciement. Sa voix s'est aigrie. Un remerciement empoisonné. Tous les regards se tournèrent vers le fond, où le révérend Halstead était assis, raide, les mains jointes sur les genoux. Son visage ridé se crispa, mais il garda le silence. La foule murmura plus fort. Miss Marple n'accusa pas encore, mais l'implication pesait lourd. Le médecin se leva brusquement, le visage rouge. « Vous ne voulez pas parler de notre vicaire ? Impossible. Un homme de Dieu. Des choses impossibles arrivent tous les jours, » dit doucement Miss Marple. Et la méchanceté se cache souvent derrière la justice. Elle regarda Halstead, dont la mâchoire se crispa. L'agent Reeve se tortilla, mal à l'aise. « On ne peut pas condamner un homme sans preuve ?»« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais on peut le tester. » Elle reporta son regard sur la foule. « Et pendant qu'on teste, on doit surveiller. » Le tueur s'enhardit. Il a frappé au moulin hier soir, il a essayé le couteau et le poison. Ce désespoir le trahit, il sait que le cercle se resserre. La salle s'est enflammée. Halètements, cris, questions. Miss Marple a levé la main. « Assez, écoutez bien.
Vous devez respecter le couvre-feu, ne rien manger sans surveillance et ne pas ouvrir les portes aux enveloppes glissées en dessous. Le tueur se nourrit de secrets et d'opportunités. Privez-le des deux. La nuit s'écoulait. Des gardes étaient postés aux portes du hall, tandis que les villageois murmuraient dans les coins. Certains jetèrent des regards furtifs au vicaire, d'autres à Hardy l'épicier, encore rancunier de la foule qui avait failli le tuer. Miss Marple était assise à l'écart, les yeux rivés sur les enveloppes. Elle comparait les boucles, les fioritures et les traits. Oui, l'écriture était la même que sur les avis paroissiaux. Mais il y avait plus que l'écriture manuscrite, point requise, elle avait besoin de motivation. Et le mobile résidait dans ce que chaque victime apportait au presbytère. Héritage, litige, confession, paiement, lettres. Chaque enveloppe est un symbole, chaque victime une voix réduite au silence. Interdite de parler de quoi, son esprit parcourait chaque cas avec la précision d'une horloge. L'héritage de la nièce de Pemberton, le litige foncier de Henderson, le billet scellé de Colby, le paiement de Turner, les lettres de Weaver, des fils qui se tissent en un seul motif. Argent, terre, secret, tout cela circule dans le bureau du vicaire, tout cela potentiellement accablant. Halstead avait-il utilisé la confession à des fins de chantage ou avait-il craint d'être exposé à quelque chose de plus grave? Émilie s'approcha d'elle. « Tu crois vraiment que c'est lui ?»« Je crois que la main qui a écrit ceci est la même que celle qui a rédigé nos bulletins paroissiaux, » dit doucement Miss Marple. « Mais la croyance n'est pas une preuve, et la preuve, c'est ce qu'il essaiera de me cacher, à tout prix. » Les lampes vacillaient. Un courant d'air traversa le hall tandis qu'une des portes claquait. L'agent Rive aboya à ses hommes. « Ne bougez pas! Personne n'entre, personne ne sort. » Les villageois se crispèrent. Dehors, le vent gémissait, on aurait presque dit des rires. Puis, des cris. Au-delà du hall, un cri s'éleva. Encore un mort. La salle s'ouvrit en grand. Les gens se ruèrent vers les portes, criant, paniqués. Rive lutta pour les retenir. Miss Marple, avec une rapidité surprenante, se fraya un chemin à travers la foule et sortit. La place était sombre, les réverbères crépitaient. Sur les pavés près de l'auberge gisait Monsieur Hardy, agité de spasmes, la bouche écumante. Une enveloppe déchirée gisait à côté de lui, couleur safran luisant à la lueur des réverbères. Sa poitrine frissonna une fois, puis s'immobilisa. « Non » murmura Miss Marple. « Pas lui non plus. » La foule se déversa sur la place, hurlant, criant, réclamant vengeance. La suspicion était plus vive que jamais. « C'est le vicaire !» hurla quelqu'un. « C'est Rive, c'est elle !» Des doigts pointés vers Miss Marple, vers Halstead, vers tous ceux qui se trouvaient à proximité. La foule bouillonnait à bout de souffle. Miss Marple éleva la voix pour couvrir le tumulte. « Arrêtez, vous ne voyez pas? C'est exactement ce qu'il veut. Peur, chaos, suspicion, pendant qu'il se promène parmi vous, invisible. » Son regard parcourut la foule. « Mais la mort de Hardy nous apprend quelque chose. Il n'était pas une cible initiale. Son enveloppe a été déposée hier seulement. Cela dénote de la précipitation, du désespoir, et le désespoir trahit. » Elle s'accroupit près du corps de Hardy, examinant l'enveloppe. Ses doigts effleurèrent la doublure d'une fine couche de poudre, trop grossière, trop pressée, soulevée. Oui, le tueur devient négligent. Il craint d'être démasqué, et ça signifie que sa fin est proche. Ils transportèrent le corps de Hardy dans le hall. Les villageois étaient agités, murmurant, méfiants. Miss Marple retourna à sa table, déposa la nouvelle enveloppe à côté des autres et joignit les mains. Son visage était pâle, son regard dur. « Il y en a maintenant 8, dit-elle, 8 lettres de mort, mais une seule main les a écrites. Je ne le nommerai pas encore. Mais sachez ceci, avant qu'une autre nuit ne tombe, je le ferai. Le tueur se croit caché derrière la foi, la confiance, la position. Mais je le vois, et bientôt vous aussi. » Ces paroles réduisirent la salle au silence. Même le visage du vicaire tressaillit, son calme s'effritant. Miss Marple le remarqua, elle le cacha. Elle était proche maintenant, et si proche que chaque souffle lui semblait lourd de révélations. Mais elle ne pouvait pas agir trop tôt. Une accusation prématurée risquait de transformer le village en émeute ouverte. Il lui fallait le moment opportun. Émilie se pencha et murmura « Tu sais vraiment ?» Les yeux de Miss Marple restèrent rivés sur les enveloppes. « Oui, murmura-t-elle, je sais, mais je dois lui faire croire que je ne sais pas. » C'est le seul moyen de l'attirer à la surface. Elle plia soigneusement les enveloppes dans sa sacoche, ses doigts s'attardant sur les doublures safran. Chacune était une mort, une malédiction, un indice. Et ensemble, elles pointaient infailliblement vers la vérité. Le cercle s'était rétréci. Il ne restait plus qu'un pas à franchir avant que le piège ne se referme. Le tueur avait écrit sa dernière lettre, et elle signerait son propre destin. La salle paroissiale empestait la sueur, la peur et le kérosène. Les villageois, serrés les uns contre les autres, sur des bancs, murmuraient entre eux et se jetaient des regards obliques. Les corps des morts, 5 cercueils scellés dans la sacristie et le corps enseveli de Hardy, étendu dans le chœur, pesaient lourdement sur leurs nerfs.
8 enveloppes doublées de safran reposaient sur la table, chacune luisant faiblement sous les lampes comme si elles étaient vivantes. C'étaient désormais des symboles, des reliques maudites du meurtre, et chacun dans la pièce savait qu'il y en aurait une 9e. Miss Marple était assise, raide, son châle serré contre elle, les enveloppes disposées devant elle. L'agent Reeve marchait de long en large, visiblement agité, s'efforçant d'avoir l'air autoritaire, mais son regard trahissait l'épuisement. Emily Grant se pencha vers Miss Marple, la voix tremblante. « Ce sera moi, n'est-ce pas? Je suis la dernière des originaux. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard parcourut lentement les visages rassemblés dans le hall. Commerçants, fermiers, ménagères, tous pâles après des nuits blanches. Ils s'agitaient sous son regard, craignant ce qu'elle pourrait dire. Enfin, elle parla d'une voix douce mais ferme. « Le tueur choisira à nouveau ce soir. Nous pouvons en être certains. Mais son choix n'est pas dû au hasard. Il y a une logique derrière tout cela. Une logique terrible. » La foule murmura. « Logique ?» s'exclama quelqu'un. « Quelle logique dans la folie ?» Le regard de Miss Marple se porta sur la sacoche d'enveloppe. Chaque victime était marquée non pas pour qui elle était, mais pour ce qu'elle portait en elle. Secrets, disputes, lettres, paiements. Tous ces éléments étaient liés au presbytère. Elles étaient choisies parce qu'elles pouvaient parler de quelque chose que le tueur devait taire. Elle se pencha en avant, le regard perçant. La victime finale ne sera pas choisie au hasard, ce sera celle qui, vivante, pourra encore révéler la vérité. Des halètements se firent entendre et plusieurs villageois reculèrent, comme si le tueur pouvait les désigner du doigt depuis l'ombre. Comme en guise de réponse, un coup frappa à la porte du hall. L'agent sursauta en aboyant « Personne n'entre, personne ne sort !» Mais le coup retentit de nouveau, plus fort. Contre toute attente, il ouvrit la porte et trouva une enveloppe glissée dans l'ouverture. Elle glissa sur le sol et vint se poser à la lumière de la lampe au pied de Miss Marple. La doublure couleur safran luisait lorsqu'elle se pencha pour la ramasser. La salle retenait son souffle. Elle retourna l'enveloppe, ses doigts tremblaient. Au recto, écrit de cette même écriture familière, se trouvait le nom suivant, Emily Grant. Le jeune professeur poussa un cri étranglé et s'effondra contre le bras de Miss Marple. « Non ! Oh non !» Le chaos s'empara de la salle. Des cris retentirent. « C'est son tour ! Elle est condamnée. Il faut la cacher ?» L'agent Reeve tâtonna avec son sifflet pour tenter de rétablir l'ordre. Mais la voix de Miss Marple transperça le vacarme comme une lame. « Silence ! Ne voyez-vous pas? Ce n'est pas une prophétie, c'est une provocation. Le tueur veut que nous paniquions, que nous nous dispersions et que nous nous retournions les uns contre les autres. Mais cette lettre nous apprend quelque chose d'essentiel. Émilie était déjà marquée. Cette nouvelle enveloppe est sans avertissement. C'est une annonce. Le tueur annonce sa fin de partie. » Ces paroles ne suffirent guère à calmer Émilie, qui pleurait à chaudes larmes. Miss Marple lui serra fermement la main. « Courage, mon enfant. Tu es un appât maintenant, mais l'appât peut aussi piéger le chasseur. » La foule devenue agitée, la suspicion s'épaississait à nouveau. Certains murmuraient qu'il fallait renvoyer Émilie, d'autres qu'il fallait l'enfermer pour sa propre protection. La fermière d'un fermier s'exprima haut et fort. « Si on la garde ici, il nous frappera tous. Mieux vaut la renvoyer, que le diable l'emporte et nous laisse en paix. » Émilie sanglota plus fort, mais Miss Marple se leva, sa petite silhouette hérissée d'une férocité surprenante. « Honte à vous, dit-elle d'une voix cinglante. Sacrifieriez-vous une jeune femme pour votre survie? Ce n'est pas prudent, c'est de la reddition. Et c'est exactement ce que veulent les meurtriers. Chaque fois que vous cédez à la peur, vous lui donnez une arme de plus. » La salle se tut, apaisée. Miss Marple retourna aux enveloppes. Ses yeux se plissèrent, tandis qu'elle examinait à nouveau les traits de l'écriture. « Voyez-vous, dit-elle lentement, le nom d'Émilie a été écrit différemment, moins soigneusement. Une écriture précipitée. Il devient négligent dans sa hâte, il a peur. » Elle leva les yeux brillants. « Ce qui veut dire qu'il sait que je suis proche. » L'agent de police faisait les 100 pas nerveux. « Que faisons-nous alors? La surveiller? Des facteurs armés ?» Miss Marple secoua la tête. « Peu importe, il a prouvé qu'il pouvait tuer même sous bonne garde. Le poison se glisse invisiblement dans le sucre, dans le thé, dans l'air. On ne peut pas le protéger avec des baïonnettes. Non, Émilie doit rester là où je peux la surveiller. Le tueur viendra la chercher, et quand il le fera, nous devrons être prêts. » Le visage d'Émilie blêmit. « Tu veux dire que tu vas m'utiliser comme appât? Je veux dire, utiliser l'arrogance du tueur contre lui, » dit Miss Marple fermement. « Il se croit au-dessus de tout soupçon. C'est sa plus grande faiblesse. Il viendra avec audace, certain qu'on ne peut pas le toucher. Et alors, Émilie, il se révélera. » Émilie hocha faiblement la tête, même si ses mains tremblaient. Les heures s'éternisaient, tandis que la nuit s'épaississait. Les villageois somnolaient, par à coups inquiets, les agents patrouillaient dehors et les lampes sifflaient doucement. Miss Marple restait éveillée, les yeux fixés sur les enveloppes, l'oreille tendue vers le moindre son.
Émilie était assise à côté d'elle, serrant sa cape contre elle, chaque ombre semblant se jeter sur elle, puis un mouvement, un bruissement au fond du couloir. Miss Marple se raidit. Lentement, délibérément, elle fouilla dans son châle pour en extraire les ciseaux qu'elle cachait. Une silhouette se détacha de l'obscurité et s'avança vers Émilie. La jeune fille haleta. La silhouette se figea, puis se tourna vers la sacristie, comme pour feindre l'innocence. La voix de Miss Marple résonna d'une voix aiguë. « Arrête-toi là où tu es !» La silhouette hésita. Les villageois se réveillèrent en murmurant. L'agent Rive s'avança en titubant, la main sur sa matraque. Mais lorsqu'elle se retourna, ce n'était que le docteur Simmons, le médecin. Il parut offensé. « Je vérifiais simplement le corps de Hardy. Dois-je vous répondre maintenant, Miss Marple ?» Les soupçons reprirent. Mais Miss Marple garda le silence. Trop tôt, trop facile. Le tueur était plus malin que de s'exposer si ouvertement à la lumière. Non, il attendrait le dernier moment, quand Émilie serait la plus vulnérable, quand la panique ou l'épuisement les aurait découragés. À l'aube, les cloches de l'église sonnèrent à nouveau, bien qu'aucune cérémonie funéraire n'ait encore eu lieu. Les villageois se levèrent avec lassitude, s'attendant à trouver Émilie morte. Mais elle vivait encore, pâle, tremblante, les yeux creusés par la terreur. Miss Marple la gardait près d'elle. Elle avait survécu à la nuit, mais la partie n'était pas terminée. L'enveloppe reposait toujours sur la table, sa doublure safran rappelant que la mort était promise, non différée. Miss Marple rangea les lettres dans sa sacoche. Sa voix était calme mais résolue. Le tueur a dévoilé son jeu. Il a désigné sa dernière victime. C'est là son arrogance, et elle le détruira. Ce soir il frappera, ce soir il se révélera. Et quand il le fera, elle se redressa, les yeux brillants. « Je t'attendrai. » Les villageois s'agitèrent, mal à l'aise, la peur et l'espoir se lisant sur leurs visages. L'agent Rive déglutit difficilement. « Et si vous vous trompiez ?» Le regard de Miss Marple était fixe. « Alors Émilie meurt, et je suis avec elle. Mais je n'ai pas tort. Cet après-midi-là, la place du village était déserte, la peur maintenait portes verrouillées et volets tirés. Seuls les agents patrouillaient, leurs fusils impuissants face à l'invisible main empoisonnée. L'air était chargé, comme si tout le village retenait son souffle, attendant le coup fatal. Dans sa chaumière, Miss Marple prépara soigneusement. Elle rangea les enveloppes dans un ordre précis, les examina une fois de plus et murmura à voix haute « Chacun de vous est mort parce que vous en saviez trop. Et maintenant, Émilie ? Mais pourquoi elle ? Pourquoi moi ?» Elle tapota la sacoche, les yeux plissés. « Parce que nous avons vu, parce que nous nous sommes souvenus et parce qu'il ne nous laisse pas parler. » Ses lèvres se pincèrent, elle avait réduit le nombre de suspects, resserré le cercle. Ce soir, elle allait tendre son piège. Le tueur avait déclaré Émilie victime ultime. Mais Miss Marple savait que la véritable victime ultime serait le meurtrier lui-même. Le soir, la salle paroissiale redevint le cœur récalcitrant de St. Mary's Mead. Les villageois s'étaient rassemblés, non par choix, mais par peur, serrés les uns contre les autres, sur les bancs, sous les lampes crépitantes. Leurs visages étaient de pâle, leurs yeux écarquillés, chaque souffle teinté de l'attente d'une nouvelle mort. Les enveloppes doublées de safran trônaient devant, disposées par Miss Marple tel un autel sinistre. Elles étaient désormais 8, chacune représentant une vie ôtée ou menacée. L'agent Rive marchait en saccade nerveuse, sa matraque serrée comme un talisman. Emily Grant était assise au premier rang, tremblante, la dernière victime la plus ouvertement nommée. Miss Marple était assise à côté d'elle, son châle serré, les yeux rivés sur la foule. Elle les avait convoqués ici délibérément, sachant que le tueur ne résisterait pas à frapper avec toutes ses cibles choisies, réunies au même endroit. Ce soir, soit la terreur prendrait fin, soit elle les consumerait tous. Lorsque les murmures se furent tus, elle se leva. Sa voix était forte, douce, mais impérieuse. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ? 8 enveloppes, 8 noms, 8 morts annoncés. 5 sont déjà dans leur cercueil. Hardy a été tué hier. Et Émilie, nommée en dernier, choisit ouvertement pour que la peur la ronge jusqu'au cou. Elle leva le menton. Mais je vous le dis, la fin est proche. Le cercle s'est resserré. Le tueur est dans cette pièce. » Des hoquets de surprise s'élevèrent, mais personne ne bougea. Elle laissa son regard les parcourir, s'arrêtant délibérément sur le vicaire, le médecin, l'épicier. « Je ne parle pas à la légère. » Chaque enveloppe était écrite de la même main. Je les ai comparées. La même écriture penchée, le même ornement sur le M. Vous avez tous vu cette écriture maintes fois, dans les avis paroissiaux, dans les annonces affichées, dans les lettres lues à voix haute au presbytère. Vous la connaissez aussi bien que moi. Des murmures éclatèrent, les têtes se tournant vers le révérend Halstead, assis, raide et silencieux, au dernier rang. Il ne se leva pas et ne dit rien. Mais son visage, pâle sous les lampes, était inexpressif d'une manière qui semblait pratiquée, trop pratiquée. Miss Marple continua d'une voix plus froide. « Mais j'ai quand même attendu, car l'écriture seule ne constitue pas une preuve.
Un homme malin peut dissimuler son écriture ou prétendre à un faux. J'avais besoin qu'il en montre davantage. Alors je vous ai tous réunis ici pour lui forcer la main. » Les villageois s'agitèrent, mal à l'aise, Rive déglutit. « Lui forcer la main, Miss Marple, que voulez-vous dire ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle fouilla dans sa sacoche et en sortit une 9e enveloppe. Sa doublure safran luisait tandis qu'elle l'ouvrait lentement à la vue de tous. « Ceci, dit-elle, je l'ai trouvé sous ma porte hier soir, à mon adresse. Ce n'était plus un avertissement. C'était une promesse que je serais réduite au silence avant de pouvoir parler. Et pourtant, me voilà, vivante, parce que le tueur a mal calculé. » La salle tomba dans un silence de mort. Même les lampes sifflaient plus fort. Émilie haleta, serrant la manche de Miss Marple. « Tu veux dire, va-t-il réessayer, ici ?» « Oui, dit Miss Marple, les yeux rivés sur la foule, parce qu'il le doit. Plus je vivrai, plus je serai près de le démasquer. Ce soir, il n'hésitera pas. Ce soir, il frappera. » Un craquement résonna au fond de la salle. Les villageois se raidirent. Un courant d'air s'insinua par la porte de la sacristie. Quelqu'un murmura une prière. Miss Marple leva la main en silence. « Pas de panique. Observez attentivement. Le tueur se nourrit de votre peur. Privez-le de ce manteau. » Elle se mit à arpenter lentement les bancs, le regard perçant. Voyez le schéma. Madame Pemberton, une femme, au courant d'un héritage contesté. Madame Henderson, qui s'est disputé une terre. Madame Colby, qui a laissé un mot scellé au presbytère. Turner, qui a effectué un paiement. Weaver, qui s'est occupé du courrier. Hardy, qui a protesté trop bruyamment contre moi et a été réduit au silence pour cela. Chacune liée à des affaires qui passaient par une seule paire de mains. Le bureau du vicaire. Le révérend Halstead s'agita sur son siège, la mâchoire serrée. Un murmure de suspicion s'éleva. Le docteur Simons protesta. « C'est de la folie, notre vicaire. C'est un homme comme les autres, » dit sèchement Miss Marple. « Capable de péché, capable de peur. Et il a démontré les deux. » Le vicaire se leva enfin, la voix calme mais les yeux brillants. « Vous m'accusez de meurtre, Miss Marple, devant mes ouailles ?»« Je n'accuse pas, dit-elle doucement. J'observe et j'attends. Le coupable se révélera. » À cet instant, Émilie poussa un cri. Elle avait soulevé sa tasse de thé, cherchant du réconfort dans la boisson chaude servie par les agents, mais lorsqu'elle s'approcha de ses lèvres, elle recula. « Ça sent... Oh mon Dieu, ça sent l'amande !» La salle explosa dans le chaos. Les villageois crièrent, les chaises furent renversées et les agents se précipitèrent vers la table. Émilie laissa tomber la tasse, son contenu se répandant sur le sol. L'odeur amère était indéniable, encore du poison. Elle se glissa dans le thé tandis que tous les regards étaient tournés vers Miss Marple. Elle éleva la voix pour couvrir le vacarme. « Vous voyez ? Il est là, il n'a pas pu résister. Un seul d'entre nous avait suffisamment d'accès, assez d'audace pour empoisonner à la vue de tous. » Tous les regards se tournèrent vers le révérend Halstead. Son visage exprimait l'indignation. « C'est absurde. N'importe lequel d'entre vous aurait pu toucher cette coupe. »« Pas du tout, » dit sèchement Miss Marple. Le thé fut servi par les agents de police. Servi à la main à chaque villageois, la tasse d'Émilie fut mise de côté jusqu'à ce que je lui ordonne de boire. Et pourtant, elle seule contenait du poison. Ce qui signifie qu'elle fut trafiquée par la suite. Par quelqu'un qui se déplaçait librement, digne de marcher parmi les tasses, sans éveiller les soupçons. Un homme habitué à une telle autorité. Son regard se fixa sur celui du vicaire. « Vous !» Un halètement parcourut la salle. Le visage d'Halstead s'empourpra puis blêmit. L'espace d'un instant, il resta figé, les lèvres pincées. Puis, avec une rapidité surprenante, il se précipita vers la porte de la sacristie. « Arrêtez-le !» cria Reeve. Mais Halstead avait déjà traversé la moitié du couloir lorsque Miss Marple, plus vite que prévu, souleva sa sacoche et la lui lança aux jambes. Le poids des enveloppes le frappa, perturbant sa foulée. Il trébucha et s'écrasa violemment au sol sous les coups des agents. Les villageois éclatèrent, mi-effrayés, mi-tristés. Des cris retentirent, tandis que les agents immobilisaient Halstead, lui tordant les bras dans le dos. Le vicaire se débattit, son masque de calme brisé, la voix rauque de fureur. « Vieille sorcière indiscrète, tu ne comprends pas ?»« Oh mais si !» dit Miss Marple d'une voix assurée. Elle s'avança, le regardant avec une froide clarté. « Vous avez envoyé ces enveloppes pour faire taire ceux qui en savaient trop. Litige d'héritage, revendications territoriales, aveux, autant d'affaires qui révéleraient vos vols et vos mensonges. Vous pensiez effrayer puis tuer. Quiconque pourrait parler contre vous. Mais dans votre arrogance, vous avez oublié une chose. Chaque motif laisse une trace. Et chaque main laisse sa marque. » Les gendarmes le redressèrent, les poignets liés. Les villageois restèrent de bouche bée, le regard horrifié, la vérité se déposant comme du givre sur la salle. L'homme en qui ils avaient eu confiance, à qui ils avaient confessé leurs péchés et qu'ils avaient suivi avec foi, démasqué comme leur prédateur. Miss Marple ramassa à nouveau les enveloppes, d'une main douce mais ferme. Elle regarda la foule d'une voix porteuse. « Ce n'est pas la fin.
Demain, il y aura des explications, des procès et la justice. Mais ce soir, vous pouvez dormir en sachant que la main qui a délivré la mort n'écrira plus de lettres. » Tandis qu'on emmenait Halstead, Emily s'accrochait à Miss Marple en tremblant. « Tu m'as sauvé ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais son visage resta grave. « Pas encore, ma chère. Le serpent est attrapé, mais il se tortille encore. Il faut veiller jusqu'au matin. La peur rend les hommes désespérés, et les désespérés commettent des bêtises. » Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait que le dénouement était proche. Le piège avait été tendu, le tueur s'était révélé. Et même si le danger pouvait persister dans ces derniers soubresauts, le pire était passé. L'énigme des boyaux safranés s'était presque dévoilée, presque mais pas entièrement. La salle paroissiale était en émoi lorsque le révérend Halstead fut traîné à terre. Les villageois criaient, pleuraient, se pressaient contre les murs tandis que les agents de police s'efforcèrent de le retenir. Son col était de travers, ses cheveux en bataille, son visage dépouillé de sa sérénité habituelle. N'étant plus le doux berger de leur paroisse, il ressemblait en tout point à un prédateur acculé. Miss Marple resta debout près de la table d'enveloppe, les yeux fixés sur lui. Sa silhouette frêle semblait ancrer le chaos, son châle serré contre elle. Mais sa voix était sèche. « Vous pouvez l'attacher, mais ne le réduisez pas encore au silence. Il tentera de vous tromper, de vous embrouiller. Écoutez-le plutôt attentivement. Car dans son désespoir, il se révélera plus qu'il ne le souhaite. » Les agents relevèrent Halstead, les mains liées dans le dos. Il cracha vers le sol. « Tu crois m'avoir attrapé, vieille femme ? Tu n'as rien attrapé. Tu t'es seulement montrée indiscrète, transformant d'inoffensives coïncidences en meurtre. » La foule murmurait, mal à l'aise. Certains, malgré leur peur, peinaient à accepter l'idée que leur vicaire, digne de confiance et respecté, puisse être un empoisonneur. Miss Marple leva la main. « Alors, exposons la vérité clairement, afin que personne ne puisse douter. » Elle désigna les enveloppes. Chacune d'elles a été remise en main propre, glissée sous des portes ou dans des sacs, sans jamais passer par la poste. L'écriture est la même et c'est la même main qui a écrit les avis paroissiaux pendant des années. La vôtre, révérend. Vous n'avez fait aucun effort pour la dissimuler, car vous pensiez que personne n'oserait vous remettre en question. Cette arrogance a causé votre perte. Halstead ricana. De l'écriture ? Quelle est votre preuve ? L'encre peut être falsifiée. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. C'est possible, mais pas le choix de vos victimes. Chacune des victimes était passée au tribunal le mois dernier. Madame Pemberton contestait l'héritage de sa nièce, que vous aviez discrètement détourné dans les comptes de l'Église. Madame Henderson contestait les limites de terrain que vous aviez manipulées à votre profit. Madame Colby, munie d'une note scellée, une confession peut-être, mentionnant vos méfaits. Turner, le commerçant, effectue des paiements que vous avez détournés. Weaver, la receveuse de poste, qui s'occupait des lettres que vous ne pouviez pas laisser révéler, et Hardy, elle marqua une pause, laissant planer le silence. Hardy, qui a accusé trop bruyamment sur la place, et a donc dû être réduit au silence rapidement. Sa mort a été la plus bâclée et la plus révélatrice de vos actes. Les villageois altèrent et se tournèrent vers le vicaire. Certains se signèrent, d'autres secouèrent la tête incrédules. Les lèvres d'Halstead se pincèrent, son masque de calme s'effaçant encore davantage. « Des mensonges » siffla-t-il. « Que des mensonges ?»« Non » répondit Miss Marple fermement. « Des motifs, et les motifs disent la vérité. Chaque enveloppe doublée de papier safran était un symbole. Vous pensiez que c'était astucieux, quelque chose de mémorable, de dramatique, de théâtral. Cela donnait à vos victimes un signe de malheur, un sentiment d'inévitabilité. Mais ce faisant, vous laissiez une trace trop audacieuse pour être ignorée. Vous pensiez que la peur du village effacerait vos traces. Au lieu de cela, elle les a illuminées. Le docteur Simmons s'avança, secouant la tête incrédule. Mais le poison, Miss Marple, comment l'administrait-il à chaque fois ? Miss Marple hocha légèrement la tête, les yeux toujours fixés sur Halstead. Du cyanure, subtil en petits dégrains, toujours caché dans des endroits sûrs et familiers, dans des pots à sucre, des bouilloires, des gâteaux offerts de sa propre main. Madame Pemberton et Madame Henderson en prirent dans leur thé à la boutique. Il était là, debout, au-dessus d'elle. Madame Colby but le sien dans le presbytère, sans se douter de rien lorsqu'il versa. Le pot de bonbons de Turner avait été trafiqué. Le sucrier de Weaver, au bureau de poste, avait été ensemencé à l'avance. Et Emily ? Elle se tourna brièvement vers la jeune institutrice pâle. La coupe d'Emily a été empoisonnée ici, sous bonne garde parce que Halstead pouvait circuler librement parmi nous, toujours enveloppé de votre confiance. Un murmure d'horreur collectif parcourut la salle. Les visages se tournèrent vers le vicaire, autrefois une figure réconfortante, désormais démasqué comme un homme qui avait utilisé leur foi pour dissimuler ses meurtres. Miss Marple continua la voix plus froide.
Vous avez tué non par folie, mais par cupidité. Argent, biens, lettres, tout cela attaché à votre bureau. Mais lorsque vos vols ont risqué d'être révélés, vous avez préféré le meurtre au repentir. Et chaque mort vous a rendu plus audacieux, jusqu'à croire que vous pourriez réduire le village entier au silence si nécessaire. Halstead se débattait sous l'emprise des agents, la voix s'élevant de désespoir. « Imbécile ! Vous feriez confiance à une vieille fille plutôt qu'à votre propre pasteur, c'est elle qui vous a empoisonné de mensonges, pas moi de coupe. » Les villageois reculèrent, certains lui criant dessus, d'autres pleurant simplement. Mais la voix de Miss Marple les interrompit. « Non, révérend, je n'ai rien empoisonné. J'ai simplement observé. C'est vous qui avez déposé le poison. Et c'est vous qui n'avez pas pu résister à l'envie de réessayer, même ce soir, alors même que je me tenais prête à vous accueillir. » Elle désigna la tasse renversée d'Émilie qui tachait encore le sol du couloir. « C'était ta main, trop audacieuse, trop téméraire. Tu t'es trahi car tu ne supportais pas de me voir vivre jusqu'à l'aube. » Halstead perdit tout son sang-froid. Il se débattit, grognant, essayant de se libérer. « Elle va me ruiner, elle va tout ruiner. Sais-tu ce que j'ai bâti, ce que j'ai sacrifié ?» Sa voix se brisa en un rugissement. « Tout était pour la paroisse, pour la maison de Dieu. Il l'aurait soin gaspillé, volé, gaspillé, mais je l'ai gardé en sécurité. En sécurité. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais son ton était impitoyable. « Tu l'as gardé pour toi. Tu as utilisé la confiance de tes ouailles pour nourrir ta vanité. Et quand elles ont menacé de te dénoncer, tu les as réduites au silence. Non pas par amour-propre, mais par orgueil, par peur, par cupidité. » Les villageois sursautèrent, reculant devant ces paroles. Les derniers, doutes se dissipèrent. Ils le voyaient désormais tel qu'il était. Non pas un berger, mais un loup. L'agent Rive, le visage pâle, tira Halstead en arrière, le ligotant plus fort. « Vous en répondrez devant la couronne, révérend, et que Dieu vous pardonne. » Halstead cracha de nouveau, mais ses forces déclinaient. Il s'affaissa sous l'emprise des agents, la poitrine haletante, le regard hagard. Un instant, il fixa Miss Marple, la haine brûlante dans son regard. « Tu crois m'avoir battue, vieille femme. Mais ce n'est pas le cas. Ils oublieront. Ils douteront. » Et un jour, un autre surgira. Miss Marple le regarda fixement, sans crainte. « Peut-être, mais pas ce soir. Ce soir, ton règne de la peur prend fin. » Les villageois s'exclamèrent dans une tempête de voix. Soulagement, colère et chagrin se mêlaient. Certains pleuraient sur leurs voisins assassinés. D'autres fulminaient contre la trahison. Pourtant, sous tout cela, un sentiment grandissant de soulagement se faisait sentir, comme si la main étouffante s'était enfin levée. Ils regardèrent Miss Marple non plus avec suspicion, mais avec admiration. Elle, petite et modeste, avait vu ce qu'aucun d'eux n'osait voir. Émilie s'accrochait à son bras, tremblante mais vivante. « Tu l'as fait, tu l'as arrêté. » Miss Marple soupira doucement. « Non, ma chère. » Il s'arrêta. L'orgueil fait toujours cela. Je lui ai simplement montré le chemin. Quand Halstead fut emmené, les fers aux pieds, le silence revint dans la salle. Miss Marple rangea une dernière fois les enveloppes dans sa sacoche. Elle baissa les yeux sur leur doublure safran et ressentit un frisson. Symbole de mort, certes, mais aussi de folie humaine, de cupidité déguisée en devoir. Elle les verrait brûler avant le matin afin qu'elle ne soit plus jamais porteuse d'une telle terreur. Elle se tourna vers les villageois. « Rentrez chez vous, dit-elle doucement. Verrouillez vos portes, reposez-vous. Le cauchemar est terminé. Demain apportera le chagrin mais aussi la guérison. Et rappelez-vous ceci, le mal se nourrit du silence et la confiance était mal utilisée. Ne vous laissez plus jamais aveugler par l'un ou l'autre. » La foule se dispersa lentement, silencieuse, murmurant des prières en partant. Seule Émilie s'attarda, les yeux encore écarquillés par la peur. Miss Marple posa doucement une main sur son épaule. « Rentre chez toi, ma fille. Tu es en sécurité maintenant. » Tandis qu'Émilie s'éloignait, Miss Marple s'affala sur une chaise, lasse mais déterminée. Le danger avait été réel, la terreur vive, et pourtant elle avait résisté. Le tueur avait été démasqué, l'énigme élucidée. Car ce soir, Saint Mary Smead pouvait respirer à nouveau. Mais tandis que les lampes vacillaient, elle murmura « Ainsi s'achève le jeu des enveloppes, jusqu'à la prochaine ombre. » La lumière matinale se déversait sur Saint Mary Smead, comme l'eau après une sécheresse. Pendant des jours, la peur avait si fortement saisi le village que même le soleil semblait terni. Mais maintenant, les pâles rayons dorés s'étendaient sur les chaumières, chassant les ombres. Pourtant, le soulagement était atténué, car le chagrin pesait lourd. 5 villageois gisaient du mort, leurs familles brisées, leurs cercueils alignés dans la sacristie, et au cœur de tout cela, la trahison d'un homme en qui ils avaient autrefois eu une confiance inestimable. Le révérend Halstead avait été conduit sous bonne garde à la prison du comté avant l'aube, escorté enchaîné par des agents qui pouvaient à peine le regarder dans les yeux. Des villageois étaient venus le voir partir,
le visage déformé par la colère, la voix tremblante de prière ou d'imprécation. Il était parti en silence, ne luttant plus, sa fierté brisée, mais sa haine pour Miss Marple brûlant dans chacun de ses regards. Son départ n'avait pas laissé derrière lui la paix, mais la blessure béante de la trahison. Miss Marple se tenait à la fenêtre de son cottage, regardant la place s'éveiller lentement. Son châle enroulé autour de ses épaules, elle sirotait une tasse d'eau chaude, ni thé, ni sucre, rien de trafiqué. Les enveloppes avaient disparu, réduites en cendres dans son âtre la veille. Elle avait vu leur doublure safran se recroqueviller et noircir sous les flammes, la fumée âcre emportant la terreur qu'elles avaient inspirée. Mais si le papier avait disparu, le souvenir resterait gravé au cœur du village. On frappa à sa porte. Elle ouvrit et trouva Emily Grant, pâle mais plus forte que la veille. La jeune fille serrait fermement sa cape, mais ses yeux ne brillaient plus de panique. « Je n'arrivais pas à dormir », admit Emily. « Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais debout, derrière moi. J'avais besoin de te voir. » Miss Marple la guida doucement à l'intérieur. « Tu es en sécurité maintenant, mon enfant. Le danger est passé ?» Emily était assise à table, les yeux rivés sur le foyer vide. « C'est étrange, être en vie alors que tant d'autres ne le sont plus. Je n'arrête pas de me demander « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je été épargnée ?» Miss Marple croisa les mains. « Parce que tu as été marquée en dernier et j'ai eu le temps de voir le motif avant son coup. Le destin m'a donné cette chance. Mais ce n'est pas la chance qui t'a sauvée, c'est la vigilance. Le mal est rusé, Émilie, mais il se révèle toujours lorsqu'on le presse. Les enveloppes étaient des censés terrifiés, mais au final, elles le désignaient plus sûrement que n'importe quel témoin. » Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Pourtant, je me sens coupable. »« Tu ne dois pas, » dit doucement Miss Marple. « C'est lui qui est coupable. Ce que tu portes en toi, c'est le chagrin. Et le chagrin est le prix à payer pour vivre quand d'autres sont tombés. Avec le temps, il s'adoucira. Et tu te souviendras non pas de l'horreur, mais de la bonté de ceux que tu as perdus. » Plus tard, dans la matinée, les villageois affluèrent sur la place. L'agent Rive, encore pâle d'épuisement, se tenait sur les marches de l'église pour s'adresser à eux. « C'est fini, dit-il d'une voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Le révérend Halstead sera jugé par le tribunal du comté. Il répondra de chaque mort, de chaque crime. Vous pouvez dormir tranquille ce soir. » La foule écoutait dans un silence pesant. Certains pleuraient ouvertement, d'autres murmuraient ça des prières. Rares étaient ceux qui pouvaient se réjouir, car les blessures et des tassétures étaient trop fraîches. Pourtant, un courant de soulagement coulait sous le chagrin comme l'eau sous la glace. La terreur suffocante qui les avait enserrés avait disparu. Ils respiraient mieux malgré leur cœur lourd. Une femme a exprimé à voix haute ce que beaucoup pensaient. Comment avons-nous pu lui faire confiance si longtemps? Comment avons-nous pu ne pas voir? Miss Marple, debout au bord de la foule, répondit doucement. Parce que la confiance est au cœur de la vie du village. On voit un homme chaque dimanche, on entend ses paroles, on rompt le pain à sa table, on ne cherche pas de poison dans sa coupe. Cet aveuglement n'est pas de votre faute, c'est sa honte. Il a utilisé votre confiance contre vous. Mais la confiance en elle-même n'est pas un péché. Sans elle, aucun village ne pourrait survivre. Les villageois se tournèrent vers elle, et pour la première fois depuis que les soupçons s'étaient emparés d'elle, ils la regardèrent avec gratitude plutôt qu'avec doute. De légers hochements de tête parcoururent la foule. Le poids se déplaça. Lentement, ils commencèrent à se disperser, portant des paniers, soignant les animaux, ouvrant les volets. La vie reprendrait son cours, mais ne serait plus jamais tout à fait la même. Ce soir-là, Miss Marple marchait tranquillement dans les ruelles du village. Le soleil était bas, teintant les toits d'ambre. Elle passa devant le salon de thé où les premiers décès avaient eu lieu. La vitre était encore brisée, les chaises renversées à l'intérieur. L'air sentait légèrement le cirage, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer ce souvenir. Elle marqua une pause, inclinant brièvement la tête, avant de reprendre sa route. Au bureau de poste, elle vit du crêpe noir épinglé à la porte en deuil de Madame Weaver. Devant le presbytère, le portail était ouvert, la maison vide et abandonnée. Autrefois, lieu de confiance, elle se dressait désormais comme une coquille vide, ses fenêtres sombres, son bureau dévasté par les agents en quête de preuves. Miss Marple s'attarda là le plus longtemps, son regard perçant scrutant le chemin. Combien avaient gravi ces marches avec confiance et combien n'en étaient jamais redescendus? Elle murmura doucement « Un loup déguisé en berger », puis elle se détourna. Cette nuit-là, le village se rassembla une dernière fois dans l'église, non par peur, mais par deuil. 5 bougies furent allumées sur l'autel, une pour chaque victime. Leur lueur baignait la nef d'une douce lumière, vacillant sur les visages des endeuillés. Des hymnes s'élevèrent, des voix ténues, de chagrin mais fermes. Pour la première fois depuis des jours, le son n'était pas celui de cris, mais celui de prière. Miss Marple était assise tranquillement au fond, les mains jointes.
Elle ne se joignait pas aux hymnes, mais ses lèvres s'agitaient, murmurant des paroles qui lui étaient propres. À la fin de la cérémonie, les villageois s'approchèrent d'elle un par un, lui offrant remerciements, excuses et petits gestes de respect. Elle les accepta avec humilité, sans toutefois s'attarder. Elle n'avait aucun désir d'éloge, elle voulait seulement la vérité. Dehors, Émilie marchait avec elle, le bras passé sous le sien. « Que va-t-il lui arriver » demanda la jeune fille. « Il sera pendu » dit simplement Miss Marple. « La couronne y veillera, justice sera faite. » Émilie frissonna. « Et toi, que vas-tu faire ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit en regardant les étoiles qui commençaient à percer le ciel. « Je ferai comme d'habitude, ma chère. Je tricoterai, je jardinerai, j'écouterai. Le mal a de nombreux déguisements, mais il se révèle toujours à ceux qui y prêtent attention. C'est tout ce que je peux faire. Observer, et le moment venu, agir. » Plus tard, dans sa chaumière, elle s'assit près de la fenêtre, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. La place était silencieuse, les lampes brillaient chaleureusement, le village respirait à nouveau. Elle pensa à Pemberton, Henderson, Colby, Turner, Weaver, Hardy, tous disparus, leur voix réduite au silence par la cupidité. Elle pensa à Halstead, autrefois digne de confiance, désormais en cage, et elle pensa aux enveloppes, désormais cendres dans son foyer, leur doublure safran consumée. Elle posa son tricot et murmura dans le silence « Tout crime naît non pas du mystère, mais de la faiblesse humaine. L'orgueil, la cupidité, la peur, voilà les véritables poisons. » Sa voix était douce, mais chargée de vérité. Et le remède n'est pas l'intelligence, mais le courage. Le courage de voir ce que les autres ne voient pas. Elle tira les rideaux, éteignit la lampe et se coucha. Dehors, le village dormait pour la première fois en paix. L'énigme des emballages safranés était résolue. Et Miss Marple, bien que lasse, s'endormit, sachant qu'elle avait une fois de plus percé les ténèbres cachées dans le cœur des humains.